Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je ne vous vois pas, mais je suis certain que vous êtes là. Je suis ravi de pouvoir discuter avec Clément et Axel devant vous. Nous allons parler de Internet et comment changer Internet. Moi, je suis Julien Maquel, je suis le CEO et cofondateur de Potion, qui est une société qui fournit des solutions de personnalisation sans cookies pour les sites web. Et je vais laisser Axel puis Clément se présenter. Bonjour, merci Julien, Axel Offroy. Donc, je suis avocat, j'ai fondé le cabinet Shirka et j'accompagne les entreprises principalement dans les questions dédiées au numérique. Et pour ma part, Clément Avenel, donc CEO de Colibri DPO et DPO, donc Data Protection Officer de Colibri DPO, une solution pour la conformité RGPD. Donc, sur Internet, vous valez 100 € par an. 100 € par an, en fait, c'est un calcul très très simple. C'est le budget publicitaire digital en France, c'est 6 milliards et il y a à peu près 60 millions d'internautes en France. Quand on fait la division, on se rend compte que les marques sont prêtes à payer 100 € pour capter votre attention pendant 1 an. Donc ça, c'est le fond d'Internet. Maintenant, on va voir ensemble comment fonctionne Internet du point de vue de l'identité digitale, du point de vue de son business model et même du point de vue technique. On va essayer d'aller dans le fond de comment fonctionnent les cookies et comment fonctionne le suivi. Et dans un deuxième temps, on discutera de la façon dont on peut se protéger, et notamment les internautes peuvent se protéger, à la fois d'un point de vue juridique, organisationnel et technique. Et oui, tu l'as dit, Julien, mais avant tout, on est qui en fait sur Internet? Alors effectivement, une question se pose au travers de ces données numériques. Comme tu l'as dit, Julien, on a une utilisation massive. La libre information sur la toile, elle s'est accompagnée d'une vaste entreprise de récolte de données, quasi systématiquement à l'insu des utilisateurs. Et aujourd'hui, toutes les données qui transitent sur Internet, elles sont collectées, elles sont exploitées par des acteurs qui sont aujourd'hui toujours de plus en plus puissants, ce qui pose un certain nombre de questions. Et les outils qui sont mis en place par ces géants opèrent en réalité un certain nombre de choix qui sont des choix et des non-choix, puisque ces choix sont faits bien souvent à notre insu. Et comme chacun le sait, ces données qui transitent sur le net sont devenues l'or noir en réalité de notre civilisation. Alors, les services web qui sont fournis aujourd'hui sont principalement fournis à titre gratuit et ils produisent ce qu'on appelle des ombres numériques et donc des traces qui nous précèdent et qui nous suivent à chacune de nos actions sur la toile. Et ces technologies, elles posent effectivement question parce qu'elles remettent finalement en question nos fondamentaux démocratiques et nos libertés de faire, d'agir, de penser. Et on a tendance à dire que le code est là parfois, trop souvent, pour orienter la volonté des utilisateurs. Et ça pose des difficultés. Alors, ces utilisateurs, qui sont-ils et comment se définissent-ils à proprement parler? Et là, c'est la question effectivement de l'identité numérique. Puisque très classiquement, l'identité, elle est appréhendée comme un ensemble de traits et de caractéristiques qui permettent de reconnaître une personne et d'établir son individualité par rapport à la loi. Et donc, elle recoupe des identifiants assez classiques qui sont le prénom, le nom, la date de naissance, en gros des éléments qui sont très tangibles. Mais avec les évolutions technologiques, ces éléments, c'est vrai qu'ils se sont multipliés, démultipliés. Un profil Facebook aujourd'hui, un avatar de jeu, des photos, un double virtuel sont finalement autant de données qui ont abouti à l'émergence d'une identité qu'on appellerait aujourd'hui une identité numérique. Et tous ces petits bouts d'identité fonctionnent finalement comme des gènes et qui composent cet ADN numérique de l'individu. Alors, cette identité numérique, elle est construite avec des éléments tangibles, encore une fois, des éléments précis, et elle est grandement influencée par le rapport que l'individu entretient avec lui, mais aussi plus largement sur le web avec l'ensemble des opérateurs. Il n'a pas la maîtrise de l'ensemble de ces données et donc les influences qui en résultent, elles proviennent également des opérateurs de la toile.
Pourtant, cette identité numérique aujourd'hui, contrairement à l'identité civile de la personne, elle confère aucune personnalité juridique. Et la personnalité juridique, elle est acquise lorsqu'on est. On a un certificat de naissance qui fait qu'on a une personnalité juridique qui survient. Et elle s'éteint avec le décès, également entériné par un certificat. Alors, aujourd'hui, effectivement, ces données, toutes ces données numériques et donc les données personnelles qu'on va vous détailler plus loin, elles sont extrêmement précieuses parce qu'elles attirent la convoitise de beaucoup d'individus qui sont désireux de les utiliser, notamment à des fins publicitaires, comme Julien l'a évoqué, mais aussi à des fins frauduleuses. Et force de ce constat et des risques majeurs qui sont liés à l'usurpation d'identité, eh bien, les États aujourd'hui s'interrogent sur la question d'une identité numérique dite étatique. Et d'ailleurs, c'était l'un des sujets de discussion du Forum international de la cybersécurité, le FIC, qui se déroulait début mars. Et l'État français, enfin, c'est d'ailleurs une réflexion pas uniquement franco-française, parce que l'Europe se pose cette question, il y a déjà quand même des textes qui existent, mais plus précisément, en tous les cas, l'objectif de l'État serait de doter les Français d'une carte physique équipée d'une puce électronique qui permettrait en fait de donner l'identité officielle à son propriétaire, et ça éviterait les risques d'usurpation d'identité. Alors, évidemment, cette identité numérique dont on hérite aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, le contour est suffisamment flou, mais quoi qu'il en soit, même si on pose un cadre légal, en réalité, ça ne règle pas les questions de traces et la question de la protection et des données sur le web et de la valeur de cette identité dont Julien va vous parler. Ok, donc, mais pourquoi cette identité vaut 100 € par an? Parce que bon, on n'est quand même pas à vendre. Du coup, alors ça, justement, je pense que c'est un peu ce que disait Axel, mais je pense qu'on n'est pas conscient du fait que notre identité est utilisée donc, à notre insu donc, et pour influencer nos décisions. Il y a une forme de péché originel d'Internet qui est un Internet absolument gratuit et financé par la publicité. Du coup, le business model sur lequel s'est construit Internet et qui fait maintenant, qui a profité à la création de milliards, donc de centaines de milliards de contenus, et maintenant éventuellement un problème puisque les internautes n'ont plus le contrôle sur ce qu'ils produisent et la façon dont c'est utilisé. Le business model est le suivant. Il y a 3 grandes entités en fait sur Internet. On va dire qu'il y a les internautes, nous, les marques, celles qui sont prêtes à payer pour donc, avoir un bout d'attention et connaître les intentions des internautes et ainsi donc, les pousser à acheter. Et enfin, les médias ou les créateurs de contenu qui, eux, donc, à la fois créent du contenu, mais en même temps donc, vendent des espaces publicitaires aux marques et donc des parts d'attention des internautes aux marques. Donc ça, c'est ce business model qui est circulaire. Donc, et on voit que chaque entité a des interactions avec les deux autres. Si on rentre dans les chiffres, donc en fait, on va se rendre compte, et là, du coup, que les internautes, sur Internet, maintenant, la part de e-commerce est grandit d'à peu près 15% par an et il se trouve que maintenant, on dépense 1 900 € en moyenne en ligne par an. Ça peut vous sembler énorme, mais il se trouve que 112, c'est pareil, c'est un calcul très simple, 112 milliards de e-commerce en France par an, divisé par 60 millions, on arrive à 1 900 € d'achat en ligne. Tout ça, donc, vers les marques. Ensuite, les marques, elles, dépensent 100 € de budget publicitaire. C'était le calcul qu'on avait fait précédemment. Et les créateurs de contenu, donc une façon de le voir, c'est que 1800 heures d'attention sont fournies par les internautes, mais en fait, les créateurs de contenu ont créé suffisamment de contenu pour soutenir notre attention pendant 1800 heures. Donc, c'est à peu près c'est 5 heures tous les jours, selon une étude, passé sur Internet, fois 360, donc 365 jours par an. Et on arrive à ce chiffre donc de 1800. Et là, on a les grands chiffres donc, qui alimentent ce circuit. En réalité, ce fonctionnement circulaire n'est plus du tout le cas. Donc, il n'y a plus un fonctionnement circulaire, puisque ces échanges entre les différentes entités sont maintenant gérés sur des plateformes
et principalement Google et Facebook, qui trustent 80% des échanges publicitaires sur Internet. Et donc, on passe d'un business model circulaire à un business model qui est plus proche de celui du Moyen-Âge, on va dire, où on va avoir des seigneurs qui donnent des services éventuellement gratuits et en échange gèrent et récupèrent que ce soit des données personnelles, de l'attention et ensuite en font commerce. Et donc ça c'est maintenant c'est ça le business model d'Internet, c'est on a des créateurs de contenu qui vont aller poster sur YouTube, qui vont aller poster sur différents réseaux sociaux. Et ensuite, Google ou Facebook va se charger de faire apparaître des publicités dans ces vidéos ou dans ces contenus et va dire que 1000 vues maintenant, c'est à peu près 1 euro sur YouTube. Facebook, c'est encore pire. Facebook ne paye même pas les créateurs de contenu, qui peuvent être vous et moi. Et en fait, à peu près tous les 7 posts, vous pourrez regarder sur votre fil Facebook, mais vous voyez une publicité, à peu près tous les 7 posts sur votre fil Facebook. Donc, vous avez créé le contenu. Facebook a vendu un espace publicitaire et a gardé l'argent des marques. Les autres places de marché sont 20%. Et en fait, en quoi c'est lié à l'identité numérique? C'est que désormais, en fait, pour améliorer le ratio, qui est pour un espace publicitaire, je veux maximiser le nombre d'achats qui est effectué pour une marque. Pour maximiser ce ratio-là, il est nécessaire pour les marques de savoir qu'ils vont aller placarder une publicité pour une voiture à quelqu'un qui cherche à acheter une voiture. De cette manière, en fait, l'espace publicitaire est utilisé à bon escient, entre guillemets, et est beaucoup plus efficace. C'est ce qui fait que plutôt que de tirer au hasard et sans avoir votre profil ou vos données personnelles, les plateformes cherchent à récupérer ces données pour améliorer l'efficacité de leur publicité. Voilà. Donc, maintenant, on va voir comment ils font pour nous suivre. Oui, c'est ça, parce que comment ils font? Parce que à la limite, on a compris effectivement l'identité numérique, on a compris tout le business model, mais techniquement, comment ça se passe? Alors, je pense que pour la plupart, vous avez la réponse, vous les connaissez, on en parle de plus en plus, mais il s'agit simplement des cookies. Alors, les cookies, derrière ce doux nom de pâtisserie, eh bien, ce sont simplement des petites de la data qui est sur votre navigateur, un petit identifiant qui va vous permettre de traquer et de savoir que vous êtes déjà allé sur tel ou tel site, et on va pouvoir adapter certaines activités commerciales, certaines activités publicitaires en fonction de ces traceurs. Donc, ces cookies, ils sont partout dans notre usage. Il va y avoir effectivement des cookies publicitaires, mais aussi des cookies simplement d'usage qui vont permettre tout simplement de permettre le bon usage de la plateforme en question sur laquelle vous êtes. Alors, est-ce qu'on veut vraiment ces traceurs-là? Est-ce qu'on veut que les datas soient sur les serveurs de ces grands, alors les GAFAM et tout un tas d'autres? La réponse, je pense qu'elle est assez évidente, c'est non. C'est non. On veut reprendre le contrôle de tout ça, on veut pouvoir se protéger, on veut pouvoir avoir vraiment le pouvoir de protéger nos données personnelles, puisqu'après tout, on l'a vu avec l'identité numérique, c'est quand même une grosse part de nous-mêmes. Et on va voir justement ensemble comment l'internaute peut se protéger juridiquement et techniquement. Et puis finalement, est-ce qu'il est possible de réconcilier la protection de la vie privée et l'activité commerciale? Alors, petit disclaimer, excusez-nous, mais on est forcément obligé de parler du juridique parce qu'il y a eu des énormes avancées ces dernières années et ça va être donc le boring time. Voilà. Mais je vous assure, d'extrêmement qualitatif et en plus, on a l'extrême honneur d'avoir Axel Offroy pour nous parler. Alors, merci de m'attribuer cette lourde charge. Donc, effectivement, on peut difficilement évoquer la protection de la vie privée sans évoquer le cadre juridique,
puisque, quoi qu'on en pense, il existe bien un cadre juridique multiple et varié pour traiter de la protection de la vie privée. Alors, je ne vais pas vous faire un catalogue de règles et un catalogue de textes aujourd'hui, mais brièvement, je suis obligée de les évoquer. On a notre bon code civil napoléonien qui nous parle de chacun a droit au respect de sa vie privée, qui est quand même un peu la base. Et puis, on a eu aussi la loi informatique et liberté qui a été prise en 1978 et qui a été dépoussiérée et qui est un peu notre socle du droit sur la vie privée. On a également la Charte des droits fondamentaux et puis on a aussi la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, l'Union européenne, plus largement que la France, bien sûr la France s'en inquiète, mais l'Union européenne s'efforce depuis des années de créer des règles uniformes au sein de son marché unique afin de mieux protéger les consommateurs et les internautes. Et donc, outre le RGPD sur lequel on va faire un petit focus rapidement, on a d'ailleurs un nouveau texte européen qui est en cours de proposition qui s'appelle le règlement e-privacy et qui, lui, concerne effectivement le respect de la vie privée et les protections à données à caractère personnel, mais plus largement dans les communications électroniques. En fait, l'objectif, au travers de ce règlement e-privacy, c'est de mettre à jour une vieille directive européenne et notamment afin de tenir compte des nouvelles évolutions technologiques et notamment l'utilisation généralisée actuelle de la voix sur IP, par exemple, des services de messagerie et des courriers électroniques en ligne qui, effectivement, révolutionnent et ne sont aujourd'hui pas traités en l'état par les textes. Alors, vous avez le RGPD d'un côté qui est là pour protéger les données personnelles et le règlement e-privacy qui protégera finalement toutes les formes de communication. Alors, le RGPD, d'abord, j'ai envie de dire pourquoi le RGPD. On vous en parle beaucoup, on vous en parle depuis longtemps maintenant. Ça vous fatigue tous, j'en ai bien conscience, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Mais pourquoi déjà le RGPD, ce règlement, a été pensé par l'Europe? Eh bien, l'Europe a fait ce constat d'un usage du numérique qui était généralisé et grandissant. Il y a une enquête IBM notamment qui est pas toute récente, mais qui évoquait 2,5 quintillions d'octets de données générés par jour. Donc, c'est un nombre qui est quand même vertigineux et qui devient aujourd'hui presque impossible à quantifier. Durant les 10-15 dernières années, la plupart des fournisseurs de services ont monétisé les données collectées au profit d'une tierce partie. Et en plus d'avoir collecté des quantités gigantesques de données pour améliorer leurs services, eh bien, ils les ont parallèlement vendues pour de la publicité, push, des bannières, des retargeting, etc. Donc, partant de ce constat-là, effectivement, l'Europe s'est dit on peut pas laisser cette anarchie totale et il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, constatant également l'exploitation massive de la data au niveau mondial, parce que aujourd'hui, c'est l'or noir, comme je le disais tout à l'heure, la donnée, c'est l'or noir. Constatant également une actualité toujours croissante autour de la cybercriminalité, l'année 2020 a été extrêmement chargée en matière de cyber. 2020 s'annonce tout aussi inquiétante. Constatant également l'absence de cadre légal uniforme pour l'ensemble des Européens, ça c'était quand même aussi une base, un état de données initial. Eh bien, l'Europe a voulu penser ce texte avec pour objectif finalement de protéger les individus tout en continuant à favoriser la circulation des données personnelles, parce que l'idée, effectivement, n'est pas de bloquer les usages, les nouveaux usages et donc cette circulation. L'objectif aussi, c'était de redonner aux citoyens le contrôle de ces données personnelles et de renforcer leurs droits. On a tout un arsenal de gestion de droits aujourd'hui qui permet aux individus d'alerter, de questionner et d'être vraiment informés, d'imposer un certain nombre d'exigences de sécurité des données et de doter finalement le marché du numérique de plus de transparence et donc plus de confiance. Parce que l'idée, ça a été aussi davantage responsabiliser les acteurs, et notamment les GAFAM, mais on a bien conscience que si on veut continuer ce modèle, il va falloir assurer toujours et encore plus de transparence et de confiance numérique. Donc le RGPD, en définitive, ce n'est pas réellement une innovation, mais c'est une évolution dans ce qui existait déjà au niveau juridique. Et contrairement à ce que beaucoup pensaient,
L'entrée en application du RGPD, elle a marqué fortement une prise de conscience des enjeux de protection de données en France comme en Europe. Beaucoup sont encore sceptiques, sans doute par méconnaissance, mais je l'affirme haut et fort aujourd'hui. Et d'après un sondage IFOP de 2019, on a quand même 70% des Français aujourd'hui qui se disent plus sensibles aux problématiques de données personnelles. Et pour ce qui concerne les entreprises, la conformité du RGPD, elle est un véritable enjeu stratégique et un levier professionnel extrêmement important. Donc, le RGPD aujourd'hui est perçu comme la clé de voûte du numérique de confiance. Outre cette sphère européenne, on a également, il est important de noter qu'aux États-Unis, le Congrès américain est également actuellement en train de plancher sur une loi fédérale et que la Californie s'est inspirée très largement du RG européen pour se doter d'une politique de données personnelles digne de ce nom et ça va aller croissant puisque beaucoup d'autres États entendent doter leurs citoyens de cette protection générale. Oui, Clément, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, mais c'est simplement parce que le RGPD, alors effectivement, je pense que plus personne ne peut ignorer au moins l'acronyme. En tout cas, s'il y a des entrepreneurs qui visionnent, je pense qu'ils l'ont forcément entendu. Et puis aussi, je veux vraiment préciser, en tant que citoyen européen, c'est une énorme chance, cette loi. Alors certes, elle peut être contraignante pour les entreprises, mais merci, parce que derrière, c'est une réelle chance pour les citoyens européens. On a des droits et il ne faut pas hésiter à utiliser ces droits. Puisque ça redonne vraiment le pouvoir sur nos données. Donc très concrètement, puisque effectivement il y a tout un tas de règles, mais très concrètement au niveau de nos droits, on a par exemple le droit d'avoir un droit d'accès, un droit de regard finalement sur nos données. On peut aussi tout simplement bénéficier d'un droit à l'oubli. Donc toutes les entreprises, toutes les organisations normalement doivent vous permettre de garantir ces droits. Donc c'est pour ça que les entreprises ont quelques contraintes, bien évidemment, mais franchement, le bénéfice est assez incroyable et il ne faut vraiment pas hésiter à reprendre le contrôle sur ses données personnelles et exercer ses droits. Voilà. Je te laisse continuer, du coup, Axel, voilà, sur une révolution qui est vraiment d'actualité, puisque certains ont certainement entendu parler de nouvelles directives qui vont arriver en application. Je te laisse en parler, Axel. Alors, très brièvement, tu as évoqué effectivement ce que c'était que les cookies, ces traceurs qui sont effectivement là pour nous pister et qui sont une source très précieuse pour la publicité. Alors, déjà, il faut quand même expliquer l'histoire de ces cookies, puisqu'ils n'ont pas toujours existé, ces cookies. Et avant le RGPD, alors déjà, avant le RGPD et avant une directive qui s'appelle également e-privacy, une directive européenne de 2013, on n'avait rien, en fait, sur les cookies. On était informé de rien du tout. Et cette directive e-privacy, en fait, à partir de 2013, elle a exigé des sites Internet qu'ils informent les internautes sur le dépôt des cookies sur leur ordinateur. Mais ça n'était que les prémices, parce que à cette époque-là, ça a eu pour conséquence l'apparition d'un bandeau sur les sites qui avertissait de l'existence, mais finalement, il n'y avait aucune possibilité pour l'utilisateur du moindre contrôle. C'était une pure information, on n'avait aucune action en tant qu'utilisateur. En 2018, le RGPD est venu quand même clarifier cette notion de consentement, et plus ça va, plus les textes arrivent, plus les textes se précisent. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez effectivement avec énormément d'informations, énormément de cases à cocher ou pré-cocher. D'ailleurs, ça on pourra en parler, mais il est interdit d'avoir des cases pré-cochées hors cookies de fonctionnalité. Là, on parle effectivement des cookies tiers qui ne sont pas nécessaires à l'utilisation des services qui vous sont fournis. Mais aujourd'hui, l'utilisateur se retrouve, que ça soit d'ailleurs sur la toile via un ordinateur, mais également aussi sur son téléphone mobile, on se retrouve avec énormément d'informations et avec des choix à opérer. Ces choix, ils nous fatiguent tous aujourd'hui. C'est compliqué. Dès qu'on veut aller sur un site aujourd'hui, on nous donne cette info et on nous demande d'effectuer un choix. Et pire encore, on nous demande d'effectuer 40 choix. Et donc, aujourd'hui, bon nombre de sites ne sont pas encore dotés des fonctionnalités nécessaires à un tout refus, ce qui va changer puisqu'il y a eu des recommandations de la CNIL, notamment
tout récemment, puisque le 17 septembre 2020, la CNIL a repris des nouvelles lignes directives et des nouvelles recommandations sur la gestion des cookies, toujours dans le même sens de transparence et d'une action simplifiée, cette fois-ci pour les utilisateurs. Et donc, ces nouvelles pratiques, normalement, doivent être mises en application avant le 1er avril. Donc, c'est un peu la panique en ce moment parce que normalement, pour le 1er avril, vous devez avoir une case à cocher, tout refusé, au même titre que celle tout accepté. Parfois, aujourd'hui, vous constatez que vous avez tout accepté et tout à la fin, une fois que vous avez tout refusé, on vous demande de valider la sélection, parfois d'accepter, parfois de refuser, parfois c'est confus. Enfin, moi-même, qui suis un peu avisée sur le sujet, je trouve que ça n'est pas toujours clair. Donc, l'idée de ces textes de loi, c'est de pousser, en regardant les nouveaux usages, de pousser encore plus d'informations et de simplifier forcément le pouvoir qu'ont les utilisateurs de choisir. Et c'est pas anodin parce que finalement, aujourd'hui, il est rare que les gens fassent tout refuser. Pourquoi? Mais parce qu'on ne leur donne pas un choix simple et facile de le faire. Mais demain, si on vous dit tout accepter, tout refuser, moi, personnellement, je refuse tout. Bon, et on a tendance à dire que les choix vont s'opérer différemment et que les mœurs vont évoluer et que si on permet à l'internaute de choisir, ça va être plus, en tous les cas chez les Français, vers une orientation de refus qu'une orientation vers l'acceptation. Alors, il y a par ailleurs, au-delà de ces réglementations qui existent et ces évolutions législatives qui existent sur les cookies, on a une révolution qui s'annonce, qui n'est cette fois-ci pas liée aux organes légaux, enfin aux États ou aux législations, aux réglementations, mais cette fois-ci plus, elle est davantage liée à certains grands opérateurs, puisque un bouleversement se prépare. Certains navigateurs tels que Firefox de Mozilla, Brave ou Safari d'Apple bloquent désormais par défaut les cookies tiers. Et Google a annoncé il y a déjà plusieurs mois que Chrome allait faire de même au plus tard d'ici 2022. Et Google justifie cette décision en disant que voilà, la prolifération des données d'individus entre des milliers d'entreprises, principalement récoltées par des cookies tiers, a conduit finalement à une érosion de la confiance des internautes et que cette érosion les pousserait à changer leur mode de fonctionnement aujourd'hui. Alors, ça pose question parce que personne ne peut imaginer une seule seconde finalement que Google va se priver de cet apport financier énorme, parce que Julien, tu le disais, je sais plus combien ça représente, mais c'est énorme hein, pour eux. La gratuité de leur service, finalement, la gratuité de leur service, elle a ce pendant de cet argent généré par les cookies tiers pour la publicité. Et donc, on se dit, mais que va faire Google s'il se prive de cette publicité-là? Donc, il y a beaucoup de propositions qui sont faites, mais Julien, techniquement, va nous raconter, nous expliquer un peu plus davantage à quoi ça pourrait, en tous les cas, ressembler plus tard s'il y a une suppression de ces cookies tiers. Je rebondis juste sur la partie Google et je pense que en fait, ils sont dans un tel état de quasi-monopole ou d'oligopole donc sur le marché de la publicité que en réalité, ils peuvent. Enfin, donc il y a plein de façons d'interpréter leur mouvement vers le zéro cookie, et il y a de grandes chances pour que ça ait un impact très important, surtout sur leurs concurrents, et que en fait, ça force encore donc les quelques plateformes qui utilisent et qui exploitent à fond donc ces cookies soient obligées de revenir sur des outils et des plateformes donc Google pour avoir un fonctionnement donc sans cookies et qui donc respectueux de la vie privée. Et en fait, les 20% restants et qui ne sont ni sur Google ni sur Facebook vont se retrouver à devoir utiliser la plateforme et le système mis en place donc dans Chrome. Voilà. Donc c'est aussi ça l'enjeu. Et puis sans oublier également un opérateur qui va sans doute devoir aussi rebondir par rapport à ces évolutions-là. C'est notamment ce qu'on appelle les CMP, les Consent Management Platforms, qui sont des plateformes technologiques qui sont dédiées spécifiquement à la collecte et à l'enregistrement des consentements, hein, qui sont donc sollicités. Et ces CMP, en fait, ils permettent de transmettre les consentements à des partenaires de publicité. Et donc, on dit que ils jouent
en réalité un rôle de tiers de confiance pour permettre aux entreprises d'horodater les consentements obtenus et où seules les métadonnées seraient stockées. Mais aujourd'hui, effectivement, s'il y a plus, il y a cette révolution des cookies qui se fait, les CMP vont aussi être amenés à évoluer. Et donc, tu viens d'expliquer, ils craignent tous cette hégémonie, merci, cette hégémonie des grands qui réussiront toujours, parce qu'ils sont leaders du marché, à finalement détourner ça au préjudice des plus petits. Donc, il y a une révolution du marché de la publicité aujourd'hui qui s'annonce et qui va être poussée par les usages des gros opérateurs du marché. Techniquement, il y a aussi il y a aussi tout le monde de l'open source. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais justement sur ces CMP, il y en a aussi qui sont open source. Et je sais que s'il y a beaucoup de spectateurs de NWX, ils ont forcément une sensibilité aussi au numérique et à tout ça. Donc, si on veut aussi éviter finalement dans la volonté de vouloir décentraliser ou d'enlever en tout cas le pouvoir à une grosse plateforme, si on la redonne à une autre plateforme et qu'on n'a pas confiance finalement dans ce CMP, eh bien aussi, il y en a aussi open source, totalement contrôlable par toute une communauté. Mais on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, puisqu'il y a une autre façon de se protéger techniquement, et c'est Julien qui va pouvoir en parler avec une nouvelle vision sur tout ça. Alors, en réalité, c'est pas vraiment. Donc, nous, ces technologies, on pense qu'elles ne s'adressent pas encore directement aux internautes, mais c'est une technologie qu'on est en train de mettre en place donc vis-à-vis des entreprises, et c'est leur dire ce que vous faites avec les cookies, donc en récupérant des données chez vous, nous on vous propose de le faire sans récupérer de données chez vous, et en fait on vous propose de personnaliser votre site sans récupérer de données. Et en fait, au-delà de la façon de en fait c'est un changement de paradigme énorme. Je vais revenir à la façon dont fonctionne un cookie, et je vais essayer de vous l'expliquer sans slide, parce que je trouve que ça peut parfois être plus parlant. Il faut imaginer que le cookie, donc, comme le disait Clément, c'est une étiquette, c'est un code barre qu'un site va pouvoir coller dans votre navigateur. Et si, mettons que plusieurs sites peuvent avoir le même fournisseur de cookies, ce qui va faire que quand vous arrivez sur un site qui a ce fournisseur de cookies, ça peut être Google, ça peut être Facebook. En fait, le site va aller regarder dans votre navigateur et va regarder si vous avez déjà un cookie, si vous avez déjà une étiquette, donc aux yeux de Google. Si vous n'avez pas d'étiquette, le site va aller rajouter une étiquette et générer de façon automatique. Vous allez vous retrouver avec l'étiquette X22 dans votre navigateur. Et à chaque fois que vous irez sur un site qui a un bout de code qui est le fournisseur de cookies Google, à chaque fois, il va aller regarder, c'est X22. Et si vous êtes en fait, ce bout de code va aller renvoyer l'information à Google. X22 est passé sur ce site, X22 a fait ceci, a fait cela, et ça sur quasiment l'intégralité. Donc, on est à plus de 90% pour les cookies Google sur l'intégralité du web. Et ça permet à Google, mais en fait, il y a plein d'autres. Donc, sur certains sites, vous allez avoir plus d'une centaine de fournisseurs de cookies, donc plus d'une centaine de domaines qui sont au courant de ce que vous faites sur ce site-là. Et ça va permettre à ces domaines-là de pouvoir dire, X22, il est passé là, il est passé là, il est passé là. Et au bout de la journée, savoir que vous êtes intéressé pour acheter une voiture, que vous êtes en train de déménager, que votre femme est enceinte. Enfin, il y a énormément d'informations qui sont accessibles, ne serait-ce que par votre navigation. Donc, ces informations, votre navigation, elle se retrouve dispersée sur des centaines de bases de données de ces entreprises qui récoltent des informations de navigation en vue de créer votre profil. Donc, il y a des centaines d'entreprises qui ont une idée de ce que vous êtes en train de vouloir en ce moment. Et ça, en fait, ça provient, et le RGPD et ce qu'évoquait Axel, c'est un moyen d'aller dire à chacune de ces entreprises,
bah non, en fait, moi, je ne veux pas. Donc, et c'est non seulement à chacune de ces entreprises, mais sur chaque site que vous visitez, actuellement, bah, on vous demande d'accepter ou de refuser d'envoyer l'information que vous êtes sur ce site. Et ça, c'est assez fastidieux. Donc, on pourra en discuter encore avec Axel et Clément, mais c'est assez fastidieux. Les bandeaux, il se trouve que quand les bandeaux ne proposent pas simplement de refuser, à 80%, les internautes acceptent les cookies. Et effectivement, quel est le risque? Enfin, c'est pas grave, ma vie ne va pas changer si ces boîtes savent que je suis passé sur tel ou tel article du Monde. Mais en réalité, c'est un fonctionnement de la donnée digitale qui est dans le mauvais sens. En fait, ce qu'il faudrait, plutôt que d'avoir, moi, utilisateur, des centaines d'entreprises qui détiennent un bout de ma navigation, j'aimerais être moi-même possesseur d'une seule version de ma navigation, stockée chez moi, et donner accès à ces informations éventuellement sur les sites sur les sites qui me plaisent et pour lesquels je veux faire un geste. Et à la limite, quand je vais sur Le Monde, si le fait qu'ils sachent que je suis en train de déménager va leur permettre de vendre davantage ou vendre plus cher la publicité qui est sur Le Monde, j'aimerais pouvoir leur dire, OK, allez-y, balancez-moi des pubs pour des annonces immobilières si ça vous permet de gagner plus d'argent. En revanche, sur d'autres sites, je ne voudrais pas dévoiler cette information, mais voilà, il peut y avoir un contrôle qui est bien, bien plus grand si on était chacun détenteur de la donnée plutôt que d'avoir à savoir qui avait accès à quelle partie de la donnée sur moi. Donc, de ce constat, en fait, nous, on a créé une technologie qui permet au lieu d'enregistrer un identifiant, d'envoyer toutes les informations à des bases de données et ensuite, à chaque fois que la personne revient sur le site, de demander, tiens, X22, qu'est-ce qu'il a fait sur le site faire un paquet d'allers-retours entre votre navigateur et une base de données. En fait, nous, on va aller stocker l'ensemble de la navigation qui a été consentie par, et l'ensemble des données consenties par l'internaute directement dans son navigateur. Du coup, à aucun moment, la donnée ne sort de votre navigateur. Et de cette manière, en fait, vous pouvez aller sur un site, effectuer visiter des produits, et quand vous revenez, vous revenez 3 jours plus tard, en fait, vous êtes capable de voir quels sont les produits que vous avez ajoutés au panier, quels sont les produits que vous avez vus, le site est personnalisé, et ça sans jamais avoir fourni la donnée à qui que ce soit d'autre qu'à votre navigateur. Et vous avez toujours la possibilité soit d'être en navigation privée, soit de supprimer. Et dans ce cas, vous êtes sûr qu'il n'y a aucune donnée en fait qui n'est ni enregistrée sur votre ordinateur, ni envoyée. Et donc, ça complète tout le système et tout le système du RGPD. Le RGPD nous donne des droits et en fait, on pense qu'il est nécessaire de créer des outils et de créer des moyens techniques pour donner le pouvoir aux internautes. Et jusqu'à présent, en fait, ce pouvoir, il est effectivement aux mains des GAFA, aux mains des gens qui n'ont pas forcément envie de le laisser et qui vont créer du coup des bandeaux qui sont abscons ou qui ne permettent pas facilement de refuser. Donc voilà, on espère développer ce type de technologie chez Potion et c'est ce changement de paradigme, à savoir plutôt que d'avoir ma donnée qui est explosée dans 100 bases de données différentes, en fait je veux l'avoir chez moi et je veux éventuellement donner accès à telle ou telle entreprise. On pense que c'est un changement de paradigme énorme. À terme, on pourra imaginer que si je suis chez AXA, si je suis chez différentes clients de différentes sociétés, plutôt que de leur donner mes données personnelles et qu'elles détiennent mon adresse, je serai détenteur de mon adresse. Elles auront accès à cette adresse au moment où elles ont besoin d'avoir accès à cette adresse. Et si un jour je quitte telle ou telle banque ou telle assurance, elles n'ont plus accès et je suis certain qu'elles n'ont plus mes données chez elles. Voilà. Alors, on peut se poser la question, on peut vraiment changer Internet avec ça? Bien, nous, on a essayé de trouver une réponse, un ensemble de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut totalement se dire que changer Internet, c'est une drôle d'idée.
Alors, oui, c'est une drôle d'idée, mais forcément, si on délègue ça toujours aux entreprises ou aux responsables politiques, eh bien, on voit ça un petit peu de loin. Et nous, on pense vraiment que ça doit venir aussi et surtout des internautes, des citoyens, en l'occurrence européens, par rapport aux réglementations dont on a parlé. Il faut vraiment que tout le monde soit acteur de tout ça, parce que ensemble, on va pouvoir créer l'Internet que l'on veut et les lois vont suivre pour encadrer l'Internet et finalement la société que l'on veut. Et si on peut vraiment garder juste une question en tête, parce que la réponse à tout ça, c'est une question. La question, en fait, elle est très simple. C'est qui a le droit de savoir quoi sur qui? Et si à chaque fois, on se pose cette question dans tous les usages que l'on crée sur Internet, eh bien alors peut-être la privacy la vie privée sera un petit peu mieux protégée. Merci à tous. Merci. Du coup, il y a des questions. Donc, alors, ouais, il y a des questions. Donc, il y a une question d'Anne Debrienne. Le péché originel étant la gratuité, peut-on redouter à l'avenir aussi des poches d'Internet payantes et garanties sans utilisation de nos données, en parallèle des services en ligne low cost où nos datas sont le prix à payer? C'est déjà le cas. Donc, pas besoin de le redouter, c'est là. Alors, et en fait, voilà. Voilà. Enfin, donc, c'est le monde. Enfin, c'est encore tout. Donc, c'est tout petit. Donc, enfin, la part du payant, la part des utilisateurs payants, est très petite. Donc, par rapport à l'ensemble des utilisateurs, notamment du monde. Enfin, pour des lecteurs du monde. Mais c'est aussi le cas de Netflix. C'est le cas d'un paquet en fait, déjà de plateformes qui donnent accès à du contenu. Donc payant, mais sans pub. Voilà. Donc, effectivement, oui, le redouter, c'est trop tard, c'est déjà le cas. Mais effectivement, les business models vont peut-être aussi aller vers ça et proposer certaines choses. Voilà. En tout cas, ça peut être effectivement quelque chose en filigrane à penser dans des nouveaux business models plus respectueux de la vie privée. Anne se pose également une question. Pensez-vous de la façon dont Google pourrait à l'avenir contourner la fin des cookies tiers? Alors, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Google n'a pas encore annoncé précisément, même si ça se profile. En tous les cas, on parle d'un pistage qui serait davantage collectif, sans rentrer vraiment dans le pratico-pratique et le technique que je ne maîtrise au demeurant pas. Mais on serait plus sur du cookie tiers, on serait sur un pistage davantage collectif et surtout permettant un gage de qualité dans la publicité, puisque l'idée, c'est pourquoi cette révolution? On l'a dit tout à l'heure, c'est un problème de confiance et qu'aujourd'hui, on sait bien que cette publicité-là à bas coût, elle n'est pas tellement payante. Donc, l'idée, c'est de qualifier davantage la publicité en changeant de mécanisme. Or, aujourd'hui, on ne sait pas précisément ce que Google va mettre en place. Il y a des choses qui se profilent, mais on n'a pas encore le substrat de ce qui sera mis en place par Google aujourd'hui. On parle d'une sandbox, on parle de choses un peu diverses et variées, mais ça sera davantage collectif, a priori. Alors, il y a une dernière question, mais je ne sais pas si on va avoir le temps de la traiter. Une dernière question d'Anne sur la suppression de ces données des serveurs. Est-ce que le citoyen internaute est obligé de croire les différents opérateurs? C'est très déséquilibré et hors de contrôle. Alors, si je peux me permettre de donner un début de réponse, il y a le principe, en tout cas dans le RGPD, de l'accountability, c'est-à-dire que c'est aux personnes morales d'apporter vraiment leurs preuves et de montrer leurs preuves de conformité. Il y a tout un tas de textes qui encadrent ça. On l'a vu, Axel l'a évoqué, la e-privacy aussi qui va permettre d'encadrer un peu mieux ça. Donc, la loi suit pour faire en sorte que les entreprises aient des devoirs et que nous, ça nous garantisse nos droits. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions.